dans différents endroits de la cellule. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, si l'on regarde ce qui se passe sur une mitochondrie, en fait, on a des protéines BCL2 qui sont ancrées dans la membrane externe de la mitochondrie, et puis aussi des protéines pro-apoptotiques à multidomaines, BAX et BAC. Ces protéines BAX et BAC, en fait, sont associées en complexe, et il faut que BCL2 inhibe en fait leur fonctionnalité pour bloquer l'apoptose et pour permettre de préserver l'intégrité de la membrane mitochondriale et empêcher la sortie des produits pro-apoptotiques hors de cette mitochondrie. Donc c'est BCL2 qui joue le rôle de verrou dont je vous parlais tout à l'heure sur la mitochondrie, mais aussi sur le réticulum et sur la membrane nucléaire. Alors, comment se fait la déstabilisation de cette interaction entre BCL2 et le complexe BAX et BAC? Eh bien, il faut qu'il arrive sur BCL2 ou sur le complexe BAX-BAC un signal pro-apoptotique. Et ce signal pro-apoptotique, il est apporté par des protéines à domaine BH3 isolé, donc les dernières que nous avons vues tout à l'heure, telles que BID ou BIM. Et c'est cette activation ou inactivation qui va provoquer la déstabilisation de la membrane. Donc en fait, les protéines à domaine BH3 isolé, elles réalisent ce que l'on appelle l'ouverture, en fait, la dépolarisation de la membrane mitochondriale. Alors juste un petit rappel sur la membrane mitochondriale. Vous savez qu'il y a deux feuillets, en fait. Il y a un feuillet externe et il y a un feuillet interne. Le feuillet interne, il est très important parce qu'il contient la chaîne respiratoire mitochondriale. Et cette chaîne respiratoire, grâce au transport d'électrons, elle permet la phosphorylation oxydative. Donc cette chaîne, elle a plusieurs complexes et ici, il y a un élément très important qui s'appelle le cytochrome C qui assure en fait le couplage entre les différents complexes de cette chaîne respiratoire. Donc si on enlève le cytochrome C, en fait, il n'y a plus de fonctionnement correct de la chaîne respiratoire, il n'y a pas de phosphorylation oxydative, donc la cellule ne peut plus respirer et elle va mourir. Alors cette chaîne respiratoire, elle fonctionne en libérant des protons dans l'espace intermembranaire, ce qui va créer une différence de potentiel entre la membrane externe et la membrane interne. Et tant que se maintient cette différence de potentiel, en fait, l'intégrité mitochondriale est préservée. Donc c'est BCL2, BAX et BAC qui jouent un rôle dans le maintien de cette différence de potentiel. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, voilà la situation stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal pro-apoptotique dans la cellule. Donc BCL2 est ancré. Ici, BAX et BAC sont ancrés dans la membrane. BCL2, par interaction, joue un rôle inhibiteur sur le complexe pro-apoptotique et le cytochrome C est présent sur la chaîne respiratoire. Si BCL2 est inhibé, par exemple, directement par BIM, ou bien si le complexe BAX-BAC est activé par la protéine à domaine BH3 isolé BID, dans ce cas, la membrane va être déstabilisée et permet la sortie du cytochrome C, de sorte qu'on a découplage de la chaîne respiratoire et que la mitochondrie va mourir en quelque sorte. Donc la sortie du cytochrome C, c'est le témoin de la dépolarisation de la membrane mitochondriale. Alors, il y a aussi un autre événement intracellulaire qui va provoquer cette déstabilisation de la mitochondrie, c'est l'entrée massive de calcium et on va voir comment elle est régulée. Alors ici, je vous ai mis une illustration en fait du découplage de la chaîne respiratoire et de la perméabilisation de la membrane mitochondriale dans des cellules dont l'apoptose a été induite par une chimiothérapie. Ici, c'est de l'étoposide. C'est sur une lignée cellulaire myéloïde qu'on appelle U937, qui a une allure de monocyte. Et vous voyez ici un marquage en fluorescence du cytochrome C. Donc ce marquage ici est ponctué parce qu'il est à l'intérieur de mitochondries dont l'intégrité est préservée en l'absence d'étoposide. En revanche, si on traite les cellules par de l'étoposide, à ce moment-là, il y a une sortie du cytochrome C dans le cytoplasme et vous voyez cet aspect périnucléaire d'un cytochrome C qui s'est répandu dans tout le cytoplasme. Donc là, la cellule ne va pas bien du tout. Et cette technique ici à gauche de cytométrie en flux permet de voir le découplage de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc on marque d'abord les cellules avec un colorant de la mitochondrie et en fait, en utilisant un agent découplant, on voit que l'intensité de fluorescence diminue parce que le fluorochrome qui était à l'intérieur de la mitochondrie est sorti, donc il y a moins d'intensité de fluorescence.
Donc ça, c'est l'ensemble des éléments qui vous permettent de visualiser cette apoptose mitochondriale. Donc je vous ai dit tout à l'heure un mot du calcium. Eh bien, le calcium, il est principalement stocké dans le réticulum endoplasmique et s'il sort massivement dans le cytoplasme, eh bien, il va abîmer la mitochondrie et faire entrer la cellule en apoptose. Donc assez récemment, en fait, on a montré que BCL2 était présent sur la membrane du réticulum endoplasmique et qu'il agissait sur les récepteurs du calcium à la surface du réticulum en provoquant des petites fuites de calcium en continu, enfin plutôt oscillatoires mais régulières, dans la cellule, de manière à éviter qu'en cas de stimulus pro-apoptotique, il y ait une sortie beaucoup trop massive de calcium. Donc en fait, BCL2 agit comme une petite pompe, il appuie sur le récepteur ici du calcium et il permet la sortie de petites vagues de calcium, ce qui empêche un stockage trop massif et surtout ce qui empêche d'avoir une apoptose induite par une fuite massive de calcium hors du réticulum endoplasmique. Alors, en aval de la mitochondrie, donc là on passe sur la phase effectrice de l'apoptose, un certain nombre de produits sont libérés par la mitochondrie, donc AIF qui est l'apoptosis inducing factor, qui sort de l'espace intermitochondrial et va directement dans le noyau pour cliver les protéines nucléaires et l'ADN. Et puis il y a aussi le cytochrome C, donc qui découple lorsqu'il s'en va la chaîne respiratoire et qui va surtout organiser une plateforme avec la protéine APAF1 pour activer la caspase 9, qui est une caspase effectrice, laquelle active, une caspase initiatrice en aval de la mitochondrie qui va activer la caspase 3 et la caspase 7. Donc en fait, il y a deux voies et là, la cellule a du mal à échapper à l'apoptose parce que la dépolarisation de la mitochondrie va libérer ces deux voies, caspase indépendante et caspase dépendante. Donc c'est un phénomène extrêmement violent. Alors, comment se fait l'activation de la caspase initiatrice numéro 9 ? Eh bien, c'est la libération du cytochrome C qui va recruter une protéine APAF1, qui va l'organiser en présence d'ATP dans un complexe multimoléculaire, qui va servir de plateforme pour activer la procaspase 9 en caspase 9, et puis cette caspase 9 va recruter la procaspase 3, l'activer, de même que la caspase 7. Alors, heureusement, la cellule a quand même quelques mécanismes protecteurs contre l'apoptose et en particulier des inhibiteurs d'apoptose que sont les protéines IAP. Donc les protéines IAP, elles sont dans le cytoplasme et elles sont capables de lier des caspases activées. Mais malheureusement, la mitochondrie contient aussi des inhibiteurs d'IAP qui peuvent aussi empêcher cet effet inhibiteur bénéfique et donc permettre l'activation des caspases et aboutir à la mort cellulaire. Alors, je vous ai mis ici la série des inhibiteurs d'apoptose. On ne va pas s'appesantir sur cette famille. Alors, la voie extrinsèque d'activation de l'apoptose passe par les récepteurs à domaine de mort. Donc, il y a toute une grande famille dont le leader est le récepteur du TNF de type 1. Et dans cette famille, il y a en particulier la protéine FAS, qui est une protéine transmembranaire, donc avec une partie extracellulaire qui va fixer un ligand extracellulaire, et puis une partie intracellulaire qui permet l'activation des caspases et de la cascade des caspases. Donc ces récepteurs à domaine de mort, ils sont répartis de façon différentielle sur différents types cellulaires. On va voir sur quelle cellule en particulier. Alors, comment se fait l'activation de la voie extrinsèque ? Eh bien, lorsque le ligand arrive, en fait, il provoque la trimérisation du récepteur. Et une fois qu'il y a 3 molécules de FAS qui sont regroupées entre elles, à ce moment-là, peut être recruté un adaptateur moléculaire qu'on appelle FAD. Et FAD va recruter la caspase initiatrice 8 ou la caspase 10, selon le type cellulaire, et former un complexe d'activation de la cascade des caspases. Donc la cascade des caspases est activée directement dans certains types cellulaires, notamment les thymocytes, les lymphocytes, les cellules mésenchymateuses, dans lesquelles la caspase 8 et la caspase 10 sont abondantes. Et puis, dans d'autres cellules, il faut que l'activation de la caspase 8 aboutisse à l'activation d'une protéine BH3 only, donc comme BID, pour aller dépolariser la membrane de la mitochondrie et activer la cascade des caspases en aval de la mitochondrie. Donc ici, on a le pool en fait de la voie extrinsèque et de la voie intrinsèque dans des cellules qu'on appelle cellules de type 2, que sont les hépatocytes, mais aussi la plupart des cellules hématopoïétiques
myéloïdes. Donc ces cellules-là ont une quantité limitante de caspase 8 et 10, ce qui fait qu'elles ont besoin d'avoir recours à la mitochondrie pour amplifier le signal d'activation de l'apoptose. Alors, à quoi sert physiologiquement l'activation de l'apoptose? Donc, les grandes fonctions qu'elle régule, eh bien, c'est la réponse immune T cytotoxique, la réponse NK, l'élimination des lymphocytes B et T après réponse immune, et puis aussi, de façon très importante, et on va s'appesantir là-dessus à la fin du cours, elle assure l'homéostasie de l'hématopoïèse myéloïde. Alors, l'apoptose, donc pour contrôler en fait des processus cancéreux, par exemple, peut être déclenchée par des cellules T cytotoxiques ou des cellules NK. Donc ces manifestations-là font intervenir des récepteurs à domaine de mort, sachant que les cellules T cytotoxiques et les cellules NK vont exprimer le ligand qui va reconnaître le récepteur à domaine de mort sur la cellule cible et déclencher son apoptose. Et puis on a aussi le système du grand ZIMB qui va rentrer dans une cellule cible grâce à la perforine. Donc tout ceci étant contenu au départ dans la cellule effectrice de l'apoptose. Et donc une fois que c'est rentré dans la cellule cible, eh bien, ça va provoquer la mort de cette cellule. Donc il y a une espèce de baiser mortel qui se produit entre les cellules cytotoxiques et les cellules cibles. Alors, dans la réponse immune, en fait, on sait que FAS est exprimé sur les lymphocytes B de manière constitutive et sur les lymphocytes T uniquement lorsque ceux-ci sont activés. Le ligand, lui, est exprimé sur une partie des lymphocytes T activés et sur les lymphocytes T CD8 cytotoxiques. On vient de le voir sur la diapositive suivante. Et lorsqu'on a une interaction entre FAS et son ligand, eh bien, on a une induction de l'apoptose des lymphocytes B ou T qui ont été activés par l'antigène de manière à arrêter la réponse immune. Donc vous voyez bien que si le système FAS-ligand ne fonctionne pas correctement, la réponse immune pourrait se prolonger de manière inappropriée et on pourrait aboutir à des manifestations d'auto-immunité qui seraient tout à fait délétères. Et ça a été décrit dans plusieurs pathologies dont on ne va pas parler ici. Donc en pratique, je vous ai mis ici un petit schéma pour vous montrer que c'est après activation des lymphocytes B par le BCR, donc réponse immune, que va pouvoir être déclencher l'activation des caspases sur une cellule B en réponse à une expression du ligand de FAS sur le lymphocyte T activé. Et puis en système autocrine, en fait, les lymphocytes T peuvent s'autodétruire toujours en utilisant un système FAS-FAS-ligand à partir du moment où ils ont été en contact avec un antigène, donc via l'activation du TCR, ou bien directement avec un agent infectieux, ce qui peut provoquer une apoptose impliquant la mitochondrie aussi dans ces cellules. Alors ça, c'est la physiologie. Dernier point de physiologie, c'est la régulation de la quantité d'érythroblastes dans une moelle osseuse grâce au système FAS et FAS-ligand. Donc ce qui a été montré dans plusieurs très intéressantes publications, il y a un certain nombre d'années maintenant, c'est que les érythroblastes les plus mûrs vont exprimer du ligand du récepteur FAS et la plupart des érythroblastes au cours de la maturation, y compris les progéniteurs, expriment le récepteur. Eh bien, on s'est aperçu que lorsqu'il y avait trop d'érythroblastes acidophiles, ceux-ci, par contact direct au sein d'un îlot érythroblastique dans la moelle osseuse, pouvaient induire l'apoptose des précurseurs plus immatures en activant le récepteur FAS, ce qui permet en fait de contrôler la quantité d'érythroblastes. Donc en pratique, si on a trop de FAS et trop de ligands, on pourrait manquer d'érythroblastes. Si on n'en a pas assez, on pourrait avoir trop d'érythroblastes.